Mais quelle est la clé alors qui fait que derrière cette diversité, on a une impression d'homogénéité? Parce que tout le monde s'accepte. Donc le secret, c'est la tolérance. Voilà, la patience, une idée qui serait peut-être à créer, un concept à créer entre la patience et l'acceptation, et qui est toute bouddhiste d'ailleurs. Je m'appelle Romain Liard, je suis enseignant de français langue étrangère à l'université en Thaïlande. Quelle est la première raison de ta présence en Thaïlande? Alors l'origine de ma venue en Thaïlande, à la base, c'était pour une mission comme volontaire. Je travaillais dans un musée en France et j'ai eu une opportunité de venir faire une mission de 3 mois en Thaïlande. J'avais déjà rencontré ma future femme en France, dans le musée où je travaillais. Et on s'est retrouvés une seconde fois en Thaïlande. Et là, on s'est mis en couple durant ma première mission. Et donc, derrière, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir revenir en Thaïlande l'année suivante. Et à présent, tu es là pour rester? Et donc, oui, puisque je suis arrivé donc, en 2008. Et très vite, c'était difficile de s'installer de manière stable. Mais j'ai essayé de trouver une manière de pouvoir rester en Thaïlande et très vite se poser la question du mariage, tout simplement pour avoir un visa, une stabilité dans le pays. Donc ça, je savais qu'il fallait en passer par le mariage. Donc on s'est mariés assez rapidement dans notre histoire, dès 2009. Et à partir de 2009, j'ai essayé de... Là, je suis rentré dans la perspective de trouver un travail stable et fixe pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Et donc là, c'est ta perspective maintenant, c'est de rester le plus longtemps possible? Oui, alors, à l'origine, pour revenir à cette période-là, qui est quand même importante, c'est que donc, d'abord, il faut trouver un travail. Et on s'était posé la question même de partir en Europe, mais disons que c'était quand même plus facile pour moi de trouver un travail en Thaïlande. Donc une fois que j'ai trouvé un travail et que j'ai eu le fameux permis de travail, l'équivalent de la green card en Thaïlande, ça m'a permis de rester là. Et à partir de cette période-là, on a décidé de fonder une famille et de rester en Thaïlande au moins pendant toute la période de petite enfance de mes filles, de mes enfants, de manière à avoir un cadre familial stable. Voilà. D'accord, donc à présent, tu as une famille avec des enfants qui ont déjà grandi, qui sont adolescents. Voilà. Pour l'instant, vous êtes là pour rester. Alors maintenant qu'elles ont grandi, on va peut-être en reparler plus tard quand on parlera de travail, mais les choses ne sont pas fixées dans le marbre et puis je parierai pas sur l'avenir pour plein de raisons différentes. Mais moi, la Thaïlande, c'est vraiment un pays dans lequel je me sens bien. Donc a priori, j'ai aucune raison de vouloir partir. Voilà. D'accord. En général, quand on change de pays, il y a toujours un moment d'adaptation, évidemment. Ouais. Alors, de ton côté, est-ce que tu te rappelles de tes premières semaines ici et les choses qui t'ont le plus marqué, le plus choqué, alors peut-être pas choqué, c'est négatif, mais les choses qui t'ont le plus marqué dans tes premières semaines en Thaïlande? Oui. Alors, je mentirais en disant que je m'en souviens vraiment, puisque on parle quand même de 2008, enfin 2007 la première fois, 2008-2009 après. Donc ça remonte quand même à assez loin. Mais j'ai un souvenir un peu romantisé de cette période-là. J'ai pas de souvenir d'avoir eu de choses qui m'ont vraiment marqué, sinon je m'en souviendrai. Voilà. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ce qui m'avait troublé, c'était j'arrivais dans un pays bouddhiste et j'avais une vision du bouddhisme qui était issue de la tradition du bouddhisme tibétain, comme il nous est présenté en Europe. Et c'est vrai que je m'intéressais à la question. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, que j'ai trouvé ce bouddhisme teinté d'animisme, justement, ça m'a perturbé. Je me suis demandé où est-ce que j'étais tombé. Mais c'était un peu anecdotique. Quelle a été la chose la plus difficile à saisir ou à accepter dans la culture thaïlandaise? Voilà, là par contre, on rentre dans des choses plus mesurables, je pense, pour moi. Et là, c'est un peu
accepter tout le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la culture thaïlandaise, il y a vraiment cette forme de... on ne va pas aller se confronter, on ne va pas aller chercher à analyser, à discuter les événements ou les émotions, on va tout internaliser et voilà, et éviter à tout prix de même de se poser cette question. C'est ça que j'entends par là, on accepte tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a presque l'impression que les Thaïlandais sont complètement détachés de leur vie. Notamment au niveau professionnel, on a un peu l'impression qu'ils se détachent et qu'ils ne sont pas vraiment là. Alors des fois, c'est difficile pour nous qui avons besoin de comprendre. Des fois, on a besoin, nous, occidentaux, d'avoir une forme de confrontation, pas d'agressivité, là, je parle vraiment de pouvoir discuter, analyser. Et c'est compliqué. Des fois, on ne la trouve pas et on se retrouve un peu perdu. Hein. Ça, c'est certain. On reviendra peut-être sur ces points culturels qui sont plus intéressants et peut-être plus profonds. Sinon, qu'est-ce qui t'a aidé à t'adapter? Des gens, des routines, ton travail Oui, alors là, très clairement, c'est en premier lieu ma femme, qui n'a jamais vécu à l'étranger, mais pourtant avait une ouverture d'esprit qui a fait qu'elle a été capable vraiment d'accepter mes questions, d'accepter certaines confrontations et d'expliquer derrière. Donc là-dessus, je la remercie énormément. Hein. Sans elle, ça aurait été très différent. Et puis après, au tout début de mon travail, j'ai quand même eu la chance, d'abord en tant que volontaire au ministère à Bangkok, puis après dans mon travail d'enseignant, d'avoir 2 mentors thaïlandais, 2 professeurs, que je remercie d'ailleurs, et qui ont été très patients et très pédagogues à t'expliquer des choses. Alors eux, ils avaient vécu à l'étranger. Il y en a un qui avait vécu en Australie, qui a fait son master là-bas. Il y en a un qui avait vécu aux États-Unis. Et ça, c'est sûr que ça aide énormément, quoi. Oui, je confirme aussi. J'ai eu le même genre d'expérience. Il y a en effet beaucoup de gens qui ne peuvent pas se mettre à la place d'un étranger, tout simplement par manque d'expérience. À ton avis, quels sont les meilleurs aspects de la vie locale? Alors, je vais parler de l'Isan, parce que vraiment... Oui, toi, tu habites en Isan. Ouais, j'habite en Isan et voilà, mon expérience, elle est vraiment ancrée ici. Alors, une chose que j'aime beaucoup, c'est la facilité des relations. Ça peut pas être paradoxal par rapport à ce que je dis, mais il y a une forme comme je disais, d'accepter tout le temps. Ça fait que les relations interpersonnelles sont vraiment très faciles, quoi. Il y a rien de rugueux, il n'y a pas de frottement, et ça, c'est quand même très agréable. Et puis, la deuxième chose que j'aime beaucoup ici, c'est la nature. C'est cet environnement dans lequel on vit, on évolue en Isan, qui est quand même, moi, je trouve très beau, que j'arrête pas de promouvoir, mais j'ai l'impression que le message ne passe pas toujours auprès de tout le monde. Mais j'aime vraiment beaucoup cet environnement, cette nature. Même un campus comme celui de l'université, il va être très vert, ça va être très agréable. Ça, c'est vraiment les 2 choses que moi, j'aimerais mettre en avant, quoi. Qu'est-ce qui, dans la nature locale, te plaît spécialement par rapport à la nature de ton pays d'origine, donc la France? Alors moi, j'avais pas spécialement un attrait pour l'Asie, mais c'est vrai que j'avais un attrait vraiment pour les environnements un peu secs. Je me rends compte maintenant. Voilà, idéalement, j'aurais aimé vivre à proximité ou au moins pouvoir visiter des déserts. Ici, on est dans une savane. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais une savane sèche. Et moi, j'adore les forêts d'Isan parce qu'il y a cet aspect un peu, savane. D'ailleurs, on retrouve des éléphants à certains endroits. Et ça, c'est vraiment magique. Moi, j'ai des souvenirs de me balader. Quand j'étais en mission pour le ministère, je me baladais dans les parcs nationaux. Et c'est quand même des choses qui me manquent un peu, d'ailleurs. Alors, tu évoques la nature et les relations sociales paisibles, qui sont quand même un marqueur culturel fort. Et sinon, au niveau économique, qu'est-ce que tu penses de ton salaire et de ton pouvoir d'achat en tant que professeur étranger en Thaïlande? Bon, là, on rentre dans le dur, donc de manière très synthétique, je dirais que... Bon, j'ai pas envie de dire ça va pas pour l'instant, mais je vois que ça va devenir très compliqué. Maintenant, si je dois développer, c'est assez simple. Nous, on imaginait, du fait du développement économique récent de la Thaïlande, qu'avec 2 salaires de cadre moyens, nous on n'est pas cadre supérieur, on n'a pas des salaires de cadre supérieur, mais on a des salaires de cadre moyens. On imaginait avec ma femme qu'on pouvait subvenir à une famille nombreuse. Donc on avait choisi de faire ce choix d'avoir une famille nombreuse.
La réalité économique, je ne sais pas si c'est globale, a un peu rattrapé. Aujourd'hui, il y a quand même une forme de récession globale à l'échelle du globe, on s'en rend bien compte. Bon, on en parle peu, mais pourtant elle est là. Et nous, on est vraiment confrontés là depuis au moins 1 an, enfin même 2 ans, à cette réalité. Et aujourd'hui, ça marche plus. Pour être honnête, ma femme, qui était fonctionnaire dans le public, a même on a dû trouver une solution pour que nos filles puissent avoir accès à une éducation correcte. Et donc, elle est partie du public pour partir dans le privé. Voilà. Et moi, pour paraphraser un homme politique célèbre, aujourd'hui, j'en suis à faire plus d'heures de cours, travailler plus pour quasiment gagner la même chose, voire gagner moins que ce que je gagnais quand j'ai commencé. Donc, je ne peux pas dire que ça va bien de ce côté-là. Ça serait mentir. Pour donner un ordre d'idée, sans être précis sur ce que c'est qu'un salaire de cadre moyen, c'est en Thaïlande, dans la région d'Isan, c'est moins de 2 000 €. Oui, oui. Nous, on est à 800, un peu plus. Voilà. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu penses du système de sécurité sociale thaïlandais ? Est-ce que tu l'utilises souvent ? Est-ce que tu l'as utilisé dans des cas bénins, dans des cas plus graves ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Alors, je vais toucher du bois. Pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé dans des cas graves. Ça dépend de ce qui vous arrive, j'ai envie de dire. Mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, j'ai bougé dans une grande ville qui a un centre médical absolument immense. Et franchement, à ce niveau-là, j'ai trop rien à redire. Ça fonctionne. J'arrive à me faire soigner. Par contre, c'est pas la France. Ça, on s'en rend compte dès qu'on veut aller faire des soins dentaires, par exemple, ou des lunettes. Et là, on se retrouve tout seul. Et là, ça devient un peu compliqué. Mais il y a des choses pour lesquelles ça fonctionne très bien. Je vois que pour le cancer, par exemple, aujourd'hui, la Thaïlande arrive quand même un peu à combler un peu le gap avec les pays développés. Enfin, déjà fortement développé. D'accord. Alors, on va changer de sujet. On va s'intéresser donc au fait d'être à cheval entre deux mondes, en tant qu'expatrié qui vit durablement dans un autre pays, qui a fondé une famille, d'ailleurs dans ton cas. En regardant en arrière, est-ce que tu penses que tu as compris la société thaïlandaise ? Ou qu'est-ce que tu penses en avoir compris ? Alors, j'ai envie de paraphraser Coluche qui paraphrasait Descartes. Et la connaissance, on pense toujours en avoir assez vu que c'est avec ça qu'on juge. C'est ton jugement qui nous intéresse. Ouais. Donc on a toujours l'impression d'avoir compris quelque chose. Est-ce que ce qu'on a compris est vrai ? Ça c'est. Le spectateur juge, l'auditeur jugera, mais on est quand même intéressé d'avoir ton point de vue parce que tu as quand même une belle expérience ici. Oui. Donc, non, je vais pas trop dévaler mon point de vue, mais de ce que j'ai compris de la Thaïlande, surtout, c'est que ça m'a permis de complexifier ma vue des choses. Notamment, prendre des exemples complètement éloignés, mais par exemple, ça m'a permis de comprendre des choses sur la démocratie, par exemple. J'avais une vision venant d'une république française, une et indivisible. Voilà. Aussi sur, par exemple, l'organisation des classes sociales. Je pensais qu'à l'école, on nous apprend qu'il y a une forme d'organisation, et là, on est confronté à une autre forme. On sait qu'il existe le système de caste en Inde, mais finalement, c'est deux systèmes très éloignés, mais en fait, il y a une réalité autre. Donc, des choses comme ça, oui, j'ai beaucoup appris. Mais après, j'ai pas appris de vérité universelle. J'ai pas de vérité à délivrer universelle sur la Thaïlande. Et sur la société thaïlandaise spécifiquement, quel est son fonctionnement ? Alors, tu parles de classe sociale. Quelles sont-elles en Thaïlande ? Oui, alors là, il y a une rigidité qui est pas visible quand on arrive en tant que touriste. Par exemple, on arrive en Thaïlande et on voit pas cette réalité. Là, c'est lié à l'histoire du pays. C'est passionnant. Parce que c'est un pays qui n'a pas eu de cassure due au colonialisme. Donc elle a hérité... alors au début, je comparais un peu au Japon, au sens où il y a un héritage des castes, des classes sociales médiévales qui ont perduré encore aujourd'hui jusqu'à maintenant dans la période assez récente. Aujourd'hui, ça a un peu explosé. Vraiment, la modernité en Thaïlande, c'est les années 2000. Et ça a un peu explosé, mais on retrouve ça, par exemple, dans les luttes politiques actuelles qu'on observe aujourd'hui en Thaïlande. Eh bien, on observe derrière
si on regarde bien, si on analyse bien, on revoit ce système d'organisation de la société hérité d'une période ancienne. C'est-à-dire, il y a une aristocratie Oui, voilà, c'est ce qu'on a. Si on voudrait vraiment utiliser les termes français, on dirait effectivement, on parlerait d'une aristocratie, d'un système proche, et puis après des élites qui sont arrivées de manière économique, les élites économiques modernes qui arrivent, et encore en plusieurs vagues. On peut au moins identifier 3 vagues. Et puis, à la fin, les classes moyennes qui apparaissent, je disais, à l'aune des années 2000, auxquelles moi, je considère aujourd'hui, j'appartiens de par ma famille thaïlandaise. Voilà. Et tout ça organise la société thaïlandaise de manière un peu rigide. Et c'est très compliqué de passer d'un à l'autre. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent et de position dans la hiérarchie, c'est une question de naissance aussi, c'est ça que Oui, ouais. C'est pas qu'une question d'argent. D'accord. Et ça se traduit comment? Puisqu'il n'y a pas de titre de noblesse, il n'y a pas de rente de noblesse. Donc, c'est-à-dire, Alors, comment c'est ça du se non-dit. traduit? Ouais. C'est du non-dit. C'est jamais dit clairement. Les titres de noblesse, ils existent, mais ils ont quasiment effectivement disparu. Surtout en Isan, ils étaient très très réduits. Il y avait très peu de nobles ici. Mais donc c'est du non-dit et c'est en fait, il faut regarder l'arbre généalogique quasiment de la personne pour se rendre compte que c'est pas n'importe qui. J'ai un exemple en tête, mais je sais pas si je peux vraiment en parler. Vous le couperez peut-être. Eh ben, on le coupera si c'est celle de notre ex-première ministre. Qui justement, elle, appartient à ces élites économiques qui sont apparues dans les années 90 et qui, en fait, est un peu le 3e acte. C'est un jeu politique qui s'est joué en 3 fois avec le père, la sœur, enfin la tante et aujourd'hui la fille. Et c'est jamais passé. Et là encore, ça passe pas parce que c'est pas, ils appartiennent pas aux élites dirigeantes historiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion clanique ou familiale qui est plus développée qu'en Occident? Ah oui, la famille, ouais. Je vois des exemples au niveau local, en effet, de clans ou de familles qui prennent des positions de direction au niveau local, sur des territoires. Donc ça m'a l'air d'être assez répandu en Thaïlande. Oui, par exemple, un exemple très concret, je viens juste d'y penser, l'accès au crédit. Eh bien, en Thaïlande, ça peut dépendre de votre nom de famille. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un nom de famille thaïlandais qui fait que c'est très facile pour nous d'avoir un accès au crédit parce qu'on est une famille de réputation bouddhiste, très vénérée. Et donc, il y a une aura, il y a une forme comme ça de privilège. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à ce qu'on appelle la loi du karma? Est-ce que tu connais la loi du karma? On en a parlé lors d'une interview avec un spécialiste du bouddhisme Theravada, Louis Gabaude. Est-ce que tu penses que la notion de loi du karma, qui apparemment est très importante dans la société thaïlandaise, joue sur la vision un petit peu filiale, comme ça, de la dignité, de la réputation d'une personne? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises sur ce sujet-là. J'ai écouté ce que disait Louis Gabaude et moi je connais bien. Oui, je connaissais la loi du karma avant même d'arriver en Thaïlande, je connaissais le principe, je sais son origine. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça, j'y avais pas pensé et a priori je réfléchis rapidement, mais je n'ai pas d'argument pour dire que ce serait faux. Au contraire, je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose lié ici aux croyances bouddhistes, aux croyances héritées. J'en suis persuadé. Ouais. Et est-ce que tu pourrais partager un secret que tu aurais découvert sur la culture thaïlandaise? Alors, un secret sur la culture thaïlandaise. Quelque chose que, a priori, tu ne partagerais pas avec tout le monde et qui te donne vraiment, par rapport à un nouvel arrivant, plus de facilité dans le pays. En réalité, on en a déjà parlé. C'est cette histoire peut-être d'une chose. En ce moment, je travaille sur une période ancienne et je m'aperçois qu'il y a une forme de continuité en Thaïlande entre les apports culturels. Donc ça, la première chose, c'est cette forme de continuité culturelle qui fait que
la Thaïlande a gardé comme ça un espèce d'aspect homogène. Et derrière, c'est paradoxal, mais la Thaïlande est une terre d'immigration, comme en France. Et donc la culture thaïlandaise, c'est des apports multiples à différents moments. Donc il y a une diversité à l'intérieur de tout ça. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir bien réussi à comprendre ça à travers mes lectures, à travers mes études, mes discussions, à bien comprendre cette complexité et en même temps ce fait que ça a fait un tout homogène et que quand les gens ils arrivent en Thaïlande, par exemple, je me souviens, moi je suis arrivé en Thaïlande, j'avais lu dans le guide pays multiethnique. Donc j'avais une image où j'allais avoir plein d'ethnies mélangées. Et en réalité, ça a l'air très homogène la Thaïlande. Mais quand on creuse un peu derrière, on a cette diversité. Et c'est très intéressant à comprendre, notamment justement pour ce qu'on a parlé, c'est-à-dire de réussir à naviguer au sein de la société en comprenant les interactions. Mais quelle est la clé alors qui fait que derrière cette diversité, on a une impression d'homogénéité ? Parce que tout le monde s'accepte. Ça, on va peut-être en parler après, mais il y a une forme d'acceptation en Thaïlande. En fait, ils n'ont pas trop eu le choix quand vous avez des apports multiples comme ça, soit vous les rejetez, soit vous les acceptez. Donc le secret, c'est la tolérance. Ouais, la patience. J'avais vraiment, c'était ça. Je pense qu'il y a une patience chez les Thaïlandais qui est, en plus, ce qui n'est pas vraiment la patience que nous, quand on pense patience, on imagine l'élève sage à l'école. Non, c'est pas cette forme de patience, mais c'est vraiment une forme de une idée qui serait peut-être à créer, un concept à créer entre la patience et l'acceptation, et qui est toute bouddhiste d'ailleurs. Très bien, c'est une très bonne réponse. À l'inverse, qu'est-ce qui te semble encore mystérieux ou difficile à comprendre ? Et alors là, je vais revenir sur un truc vraiment très récent. Je me suis aperçu, il y a quelques jours, qu'il y avait toute cette partie animisme qui est ultra présente et qu'en fait, dont on ne parle jamais, qu'on ne perçoit pas, que les Thaïlandais ont même du mal à expliquer un peu, et qui est assez compliquée et mystérieuse. C'est fascinant et en même temps, c'est très compliqué d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. C'est des croyances qui font que les gens ont des comportements un peu superstitieux, peut-être, à nos yeux, c'est ça ? Voilà, et alors, moi je compare ça un peu avec le monde païen. Nous, on a une image du monde païen qui est un peu stéréotypée, mais par exemple, en France, tout le monde sait que le sapin de Noël, c'est un héritage païen. Bon, donc on a quand même une vision, on comprend qu'il y avait un monde avant nous, d'ailleurs on a un nom, le celte, le monde celte. En Thaïlande, les natifs, j'ai dit tout à l'heure que la Thaïlande était construite d'apports successifs, mais les gens, quand ils arrivaient, il y avait une population sur place. Donc la nouvelle population qui arrivait, évidemment, à un moment donné, prenait une forme de dominance. C'est comme ça, elle imposait une forme de culture dominante. Mais avant, il y avait une culture qui était là et qui va laisser un héritage. Et cet héritage, il est sous-jacent, comme le monde païen chez nous, mais en fait, en Thaïlande, on peine à l'expliquer. Vraiment. Et c'est pas évident et facile de trouver de la lecture même sur le sujet d'ailleurs. Donc là, tu reparles de l'intégration. Tu veux dire que l'animisme a été conservé, l'ancienne croyance, c'est ça, ça perdure malgré l'arrivée du bouddhisme qui est très différent finalement, mais qui arrive à faire avec l'animisme. Voilà. D'accord. C'est très bien, c'est une très bonne réponse aussi. Est-ce que tu te sens intégré ? La question. Alors, là, je suis désolé, je vais faire un peu mon prof, mais je vais revenir sur les étapes. Avant l'intégration, je vais rajouter 2 étapes. On va dire, je vais rajouter une étape. On va revenir sur cette histoire d'acceptation, l'intégration, et puis après, je voudrais vraiment faire la séparation entre intégration et assimilation. Donc, pour bien répondre à la question. Donc la Thaïlande, j'en ai déjà parlé, pour moi c'est un pays où l'acceptation c'est presque une règle universelle. C'est-à-dire que vous arrivez en tant qu'étranger, on vous accepte, vous avez le droit d'avoir vos croyances, vous avez le droit d'avoir votre culture, il n'y a pas de problème. Personne ne va vous faire de reproches à ce niveau-là. Même quand vous venez travailler, il n'y a aucun problème. Pour s'intégrer, par contre, derrière, faut rajouter l'étape supplémentaire qui est celle de la langue, bien évidemment, celle du travail. C'est très, très important. Il n'y a pas une valeur travail universelle comme on a en France, mais en Thaïlande, tout le monde travaille. Donc, si vous ne travaillez pas dans la culture thaïlandaise, c'est un peu compliqué de s'intégrer. Et puis aussi prendre une partie de la culture thaïlandaise. Vous allez être intégré en Thaïlande uniquement si vous arrivez à faire ça.
Et derrière, l'étape supplémentaire que je rajoute, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est quand vous choisissez un peu de perdre votre culture, enfin vous choisissez où vous avez perdu votre culture, vous avez perdu votre langue, et vous mangez thaïlandais, vous vivez thaïlandais, vous parlez thaïlandais. Donc moi, je suis pas du tout assimilé, ça c'est certain, je le saurai jamais. Je pense pas qu'on puisse l'être en Thaïlande. Un immigré de première génération ne pourra pas. Nos enfants le sont, mais nous, on ne l'est pas. Par contre, je suis intégré puisque je travaille, je parle suffisamment thaïlandais pour me débrouiller et je mange thaïlandais midi et soir, quoi. Oui, là encore, c'est une bonne réponse. Intégrer, assimiler, c'est très bien. Est-ce que, donc tu as dit que tu parlais un peu thaï, tu penses que parler thaï, ça fait la différence? Oui. Alors là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres réponses. Alors, à quel degré? Le thaïlandais, c'est pas une langue facile. D'autant plus que moi, alors c'est un peu bizarre pour un prof de langue, mais moi je suis dyslexique, donc il m'a fallu 3 ans pour entendre les tons. Et alors pour apprendre à les maîtriser, je lutte encore, hein. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais si vous parlez pas thaïlandais, c'est ce que je disais, l'intégration, il n'y a pas d'intégration sans la langue. Alors on sait qu'il y a des communautés, on sait que les Français à New York, ils parlent français entre eux, d'accord, mais au travail, je pense qu'ils parlent anglais. On sait que les Chinois, entre eux, ils parlent chinois à Paris, mais quand ils sont dans la boulangerie ou en train de travailler, ils parlent français. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'intégrer. Ce qui est d'ailleurs un drame, puisque comme j'ai dit, le thaïlandais c'est un peu difficile, et il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent en Thaïlande et qui se plaignent de ne pas être intégrées, mais qui n'arrivent pas. C'est pas qu'une question de volonté, hein, c'est aussi parce que parfois ils ne peuvent pas à parler la langue. Donc les deux sont liés, ça c'est évident. Et donc une personne qui va parler la langue va s'intégrer facilement? Facilement, non. Mais c'est la base pour pouvoir s'intégrer. Et après, en réfléchissant à la question, hein, moi, c'est ce que je dis, je pense que c'est vraiment le travail. Réussir à avoir une activité, pas forcément rémunérée, mais à avoir une activité au sein de la société thaïlandaise. Bien. Ça peut être le sport. On a tellement de sportifs qui viennent de la France et qui arrivent en Thaïlande et ils s'intègrent. On voit tous les sportifs qui viennent ici, ils s'intègrent. Dans des camps de Muay Thai, par exemple. Ouais. C'est une façon. Vivre ailleurs offre une perspective différente sur son propre pays, tu en conviendras. Vivre ici a-t-il changé la façon dont toi tu perçois ton pays, la France? Alors moi j'ai un biais lié à mon travail. C'est que mon travail c'est d'enseigner le français mais aussi d'enseigner la France. Il y a toute une composante culturelle dans le cours de français langue étrangère. Donc je suis biaisé. Mais oui, ça a complètement changé ma manière, mais c'est vraiment mon travail qui a changé ma manière de voir la France. Je dirais que maintenant, je suis devenu beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus analytique sur ce qu'est la France. Il y a plein de choses que j'ai compris. Et ce qui est d'ailleurs un peu étrange, quand j'ai des discussions avec des Français qui viennent d'arriver en Thaïlande, qui sont peut-être des fois sont plus âgés que moi, ont plus d'expérience en France, hein, donc, et qui ont un sentiment de mieux connaître le pays, évidemment. Et je m'aperçois qu'il y a des choses que moi, j'ai l'impression de comprendre de manière analytique, presque naturelle, et que eux, deux fois, je me dis, tiens, mais c'est marrant, ils se sont même pas posé la question de comment ça marchait, quoi. Est-ce que la Thaïlande m'a permis de comprendre quelque chose sur la France? Par exemple, sur sa religion. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu es imprégné de bouddhisme. On ne sait pas si tu es bouddhiste, c'est pas le problème, mais tu es dans une société bouddhiste. Donc, cette autre spiritualité complètement différente t'a-t-elle donné du recul sur la culture religieuse de ton pays d'origine? Oui, alors oui, totalement. Et même là, ça va être un peu paradoxal, c'est qu'en fait, ça m'a rapproché. Ça m'a rapproché puisque j'avais une vision théorique du bouddhisme, une espèce d'aura formidable, et donc que j'opposais, comme tout le monde, au catholicisme. Ça, je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Et en fait, de vivre en Thaïlande, je me suis aperçu, par provocation un peu, mais j'aimais bien dire à mes collègues, je disais, mais vous savez, Jésus, s'il avait vécu plus longtemps, peut-être ça aurait été un bouddhiste, hein, ça aurait été un Bouddha. Donc ça m'a au contraire rapproché d'une spiritualité, la spiritualité chrétienne. Hein, même si c'est très vague comme mot, mais aujourd'hui, ma connaissance philosophique du bouddhisme m'a permis de me rapprocher de certaines spiritualités européennes. Est-ce que, au contraire, ça t'a éloigné de choses de ta propre culture? Oui, alors là, je ne vais pas faire de hors-sujet, oui. Et même, je dirais,
on pouvait reposer la question en sachant est-ce que ça m'a éloigné de mes contemporains français en France, oui, définitivement. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre certains discours et même certaines situations. Je sais que j'ai eu pendant le Covid la chance ou la malchance, c'est comme ça, de revenir en France pendant 6 mois. Et je prends toujours cet exemple-là parce que c'est pas du tout dramatique, mais j'ai eu une agression verbale, j'ai vécu une agression verbale, et il y a un niveau d'agressivité dans l'interpersonnel en France qui vient de nulle part. Enfin, c'est pas tellement que les gens soient plus agressifs en moyenne, c'est pareil, mais d'un coup le ton va monter, il y a un niveau d'agressivité qui va sortir de nulle part, on comprend pas d'où ça vient. Souvent c'est lié à la détresse des gens, on a affaire à des gens qui sont en détresse, on le voit et on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que je mettais en avant la facilité des relations humaines quotidiennes en Thaïlande, ou en France, des fois, il y a cette friction qui fait que des fois, moi j'ai du mal. Clairement, je le dis maintenant, j'ai du mal. Ouais. Passons maintenant au sujet de ton métier en lui-même, oui. d'enseignant en Thaïlande. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un enseignant en Thaïlande ? Alors, si j'avais envie de faire une réponse un peu coquine, je dirais ça consiste à enseigner. Non, moi, je me vois parfois un peu comme un médiateur culturel. J'ai un peu l'impression que notre rôle d'enseignant, c'est ça, c'est d'ouvrir des portes pour les élèves, les étudiants, et de leur dire, bon, bah voilà, il y a autre chose. Et c'est très important. Alors, il y a un rôle, là, si on compare entre la France et la Thaïlande, il y a un rôle qu'on doit endosser en Thaïlande qui est celui d'une figure paternelle ou maternelle, un enseignant. Là, je parle dans le secondaire, je ne parle pas à l'université. Encore que, à l'université, ça peut arriver. On nous demande, même les parents nous donnent une forme d'autorité parentale. Alors moi, j'ai toujours refusé ça. Je vais être très clair, je suis un homme blanc en Thaïlande, il y a un stigmate par rapport au tourisme sexuel, et je sais, je l'ai vécu, moi j'ai pas de tabou par rapport à ça, des comportements complètement déplacés de la part de collègues qui ont fait que très tôt, moi dans ma carrière, j'ai dit non, il y a une limite, moi je suis enseignant et je vais me cantonner à cette image d'enseignant européen dans le cadre qu'on a tous connu dans une classe en Europe, voilà. Et en fait, ça m'a servi dans ma carrière parce que je pense que les élèves, ils reconnaissent ça, les étudiants reconnaissent ça. Ils voient ça comme un plus-value parce qu'ils se disent quand je vais dans la classe de Romain, c'est un autre univers, c'est différent. Et ça vous permet d'ouvrir des portes derrière. C'est qu'on les prend plus comme des adultes responsables. Alors, je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Ça nous ramène à un fait culturel quand même. Tu parlais d'enseignants occidentaux qui arrivent ici avec qui pense avoir plus de liberté sexuelle peut-être. Et là, en tant qu'enseignant, là, tu faisais référence à des relations avec des étudiants. J'ai plus de tabou par rapport à ça, au sens où je pense qu'au début de ma carrière, peut-être comme tout le monde, je dis faut pas en parler et tout. Moi, en France, j'ai été dans le milieu de l'animation. Ensuite, dans le milieu de l'éducation, un peu en France et après en Thaïlande. Et on sait que dans ces milieux-là, de toute manière, c'est des milieux qui vont attirer. C'est normal, si vous aimez les jeunes filles ou les jeunes garçons, vous allez aller dans des milieux où vous allez trouver des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est pas qu'en moyenne, les enseignants sont plus comme ça. Mais en Thaïlande, très tôt, dans les années 70, il y avait des gens qui savaient très bien que le professeur, c'était une couverture. Et ça a perduré jusqu'à ce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, on était déjà dans les années 2010, il y en avait encore. Il y en avait encore qui traînaient dans les couloirs. Et c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Moi, ça a été des grandes douleurs. Il y a eu des moments, des choses comme ça que... Voilà, donc aujourd'hui, moi, ça, je l'accepte plus. Et c'est pour ça que j'en parle volontiers. Est-ce que c'est un fait culturel spécifique à la Thaïlande ou est-ce que c'est partout pareil ? Non, alors c'est les deux, c'est-à-dire c'est partout pareil. Le monde de l'éducation, évidemment, on le sait, mais il y a des scandales aujourd'hui en France dans le monde de l'éducation privée. Voilà, ça fait peur. Mais en Thaïlande, il y a cette forme dont on en revient à l'acceptation. L'étranger, il est accepté tel qu'il est, comme il est, il arrive, et donc, oui, il y en a qui en ont joué, qui ont joué de ça en Thaïlande. Moins aujourd'hui, enfin, j'espère. Quels sont les challenges que tu as dû relever dans ton travail ici ?
Alors, évidemment, je pense que ça, c'est un peu universel avec tous les enseignants, c'est la hiérarchie. On a commencé à en parler un peu. Moi, les systèmes, alors je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme hein, parce que je sais pas comment on dit en français, c'est le top to bottom, là, top down. Le système où vous avez quelqu'un dans sa tour d'ivoire tout en haut qui va prendre des décisions et c'est à toi à la base de t'adapter en fonction de ce qu'il a dit et d'essayer de trouver une solution. Ça, moi, ça me désespère. Moi, je viens en France, j'ai pris mon bagage avec moi de l'éducation populaire, donc des mouvements où on utilisait l'expérience sur le terrain pour essayer de construire une expérience de groupe et de faire renvoyer ça vers les ministères. Ici, c'est totalement l'inverse. Donc, c'est compliqué des fois avec les relations hiérarchiques en Thaïlande, ouais, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on nous demande. Hein. C'est des systèmes très verticaux, alors ça manque d'horizontalité. Totalement, voilà. Ouais. C'est la hiérarchie asiatique voilà. qu'on connaît, quoi. Oui, qu'on voilà, imagine. ouais. Qu'on imagine. Oui, c'est exactement ça. Un système entièrement vertical où on ne prend pas du tout en compte les retours du terrain. Et ça, c'est à mettre dans la liste de tes attentes qui ont été peut-être un peu déçues dans le cadre de ton travail. Est-ce que je m'attends, à quoi je m'attendais en arrivant? Je sais pas, parce que déjà, moi, je suis un des déçus de l'éducation nationale française. J'ai fait qu'1 an à l'éducation nationale française, mais je suis parti en courant. Donc, je crois pas que j'arrivais avec des attentes très fortes, mais comme je disais, c'est plutôt que j'arrivais avec un bagage, une expérience, quelque chose que j'avais envie de mettre en valeur. Encore aujourd'hui, dans mes expériences associatives, j'essaye, et j'ai du mal à mettre ça en place. Je sais pas si j'y arriverai. Parce que tu es un homme de projet, peut-être, et les projets, ça a toujours été, hein, dans toutes les organisations, même occidentales. Je sais pour avoir fait beaucoup de projets au niveau professionnel. C'est comme ça, il faut chercher soi-même des horizontalités dans des systèmes qui sont toujours une certaine dose de verticalité. Et c'est toujours des enjeux. C'est comme ça, c'est une psychologie personnelle aussi. Il y a des profils de gens qui aiment ça. Il faut se débrouiller. Ouais, c'est ça. Il faut négocier, il faut séduire, il faut... voilà. Mais c'est tout à fait vivable en Thaïlande, parce que là, comme ça, dit comme ça, on dit comment il arrive à survivre, parce qu'en fait, vous avez une liberté pédagogique, à l'inverse, qui est totalement libre. C'est-à-dire que là, par contre, dans votre classe, on vous laisse, plus que personne ne va jamais venir, c'est l'avantage, c'est de face, hein, comme personne ne va jamais venir dans votre salle de classe. Alors ça fait un peu peur dit comme ça, mais pour regarder ce que vous faites, ou pour vraiment vous évaluer concrètement, vous êtes libre d'expérimenter. Et ça, c'est une liberté... Donc là, on retient un contraste entre verticalité et liberté. Ouais. D'accord. Tu as réussi à trouver une méthode en associant, enfin, pour naviguer entre les deux. Tu penses avoir un style, réussir à jouer sur ces tableaux, ou c'est encore difficile, ça peut être épuisant encore? Alors moi, je m'aperçois que j'ai eu une reconnaissance professionnelle. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher, moi j'ai fait collège, lycée, université. Et en fait, je m'aperçois que je suis un des seuls dans tous mes collègues. Hein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en Thaïlande, ils prennent un poste dans un cadre et ils le gardent. Et je pense que c'est par rapport aux résultats. C'est-à-dire que comme moi, j'expérimente beaucoup, quand vous expérimentez, c'est jamais pour faire pire, c'est pour faire mieux. Comme j'ai beaucoup expérimenté, je pense que mes collègues thaïlandais ont très vite quand même vu qu'il y avait des résultats. Et c'est ça qu'on a reconnu chez moi, je pense. Une forme de hiérarchie a au moins reconnu ça. Ouais. Donc quand même, dans la culture thaïlandaise, on s'intéresse aux résultats. Oui, alors dans le monde de l'éducation en général. Hein, là, c'est maintenant dans l'éducation, l'image qu'on a du prof qui fait carrière sur sa chaise en répétant les mêmes choses, c'est terminé. Alors, je ne sais pas si c'est terminé en France. Je pense que c'est totalement terminé en France, mais je peux pas le prouver. Mais même en Thaïlande, hein, c'est quasiment fini. On a encore des collègues un peu comme ça, mais. Et alors, à ton avis, quelles sont les principales différences entre le système d'éducation thaïlandais et le français? Alors, on va prendre le bon et le mauvais. La participation en classe, très clairement, quand nous on reçoit des classes, ça nous arrivait au lycée de recevoir des classes françaises qui arrivaient pour un même cours, donc on mettait des Français et des étudiants francophones thaïlandais.
Et alors c'était fou, quoi, parce que les Français ils posent des questions, il y a une animation dans la classe, voilà. Que les Thaïlandais, des fois vous pouvez avoir des classes où il n'y a pas un bruit, quoi. Donc ça c'est certain. Maintenant, paradoxalement, moi à l'université maintenant j'ai des étudiants qui sont pas responsables, mais rigoureux. Souvent, je dis ça. C'est, voilà, si on leur apprend une règle, si on leur donne quelque chose à faire, très souvent, les résultats, des fois, on va être très surpris. En moyenne, hein, dans une classe, c'est hétérogène. Hein, c'est jamais un groupe homogène. Mais voilà. Et puis, après, une autre chose, c'est l'analyse critique. C'est très compliqué en Thaïlande de faire de l'analyse, hein, même à un niveau avancé de langue. Là, en France, c'est peut-être un peu plus simple, mais encore. Bon. Et de l'autre côté, c'est l'aspect maîtrise de l'oralité, c'est un peu particulier, mais au moins en thaïlandais, un étudiant thaïlandais, on va lui donner un micro, on va lui demander de faire un discours, de faire une tâche, etc. Ça va absolument poser aucun problème. Ce qui est paradoxal avec l'aspect très timide, où si on leur donne pas un exercice construit, ils vont jamais parler. Si on leur donne un exercice construit, ils vont le faire de manière rigoureuse et souvent le résultat, on va être assez surpris. Alors on a interrogé d'autres enseignants. Je me rappelle d'une réponse. Je demandais où est-ce que je vais te poser la même, où est-ce que les étudiants thaïlandais excellent le plus, dans quel type de situation, dans quel cadre. La réponse qu'on m'avait faite, c'est dans les activités collectives ludiques. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, globalement, je serais ce qu'on appelle natasin. Il y a un aspect, effectivement, dans la culture thaïlandaise où on met en avant une forme d'expression qui va pas être que l'expression orale, d'ailleurs, hein, qui peut être une expression corporelle, artistique, pas forcément une créativité, vraiment une expression. Hein, c'est-à-dire parce que souvent, ils vont recopier les mêmes formes, mais il y a une joie dans l'expression qui fait que pour moi, par exemple, qui suis très spécialisé dans l'oralité, au final, c'est assez facile, la Thaïlande. Même si je dis en classe, les étudiants vont rarement répondre aux questions, si derrière, je leur donne une tâche d'expression orale, je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais que les étudiants vont réussir à faire quelque chose. Et est-ce qu'ils seront encore meilleurs s'ils doivent le faire en collectivité? Alors, à l'université, c'est différent. Oui, au lycée, clairement. À l'université, c'est différent, c'est un autre monde, beaucoup plus individualiste. Surtout que là, on sort des années Covid. Mais, donc, je ne serais pas catégorique. Est-ce que tu penses que tu apportes quelque chose de spécial à tes étudiants en tant que professeur étranger? Oui, alors définitivement, le rôle du professeur étranger dans la classe en Thaïlande, c'est d'amener la langue vivante. En termes de compréhension et aussi maîtrise de l'oral. Alors, historiquement, j'aime bien revenir sur cette histoire-là parce que je trouve que c'est important. Le professeur étranger en Thaïlande, il arrive dans des écoles publiques en premier. C'est parce que les parents d'élèves ont une pression très forte, mettent une pression très forte aux écoles pour la maîtrise de l'anglais. Et donc, LV1, langue vivante 1. Et donc, on fait venir des natifs dans la classe qui n'ont pas peur de parler la langue et de l'animer en vrai. Donc très vite, ça va devenir un business d'ailleurs. Ça, c'est assez intéressant comme histoire. Et donc en français, on ne déroge pas à la règle. Il y a une francophonie en Thaïlande. Les gens ne le savent pas, mais elle existe, elle est vraie. Mais elle était considérée, elle était pour des élites. Mais il y avait cette approche qui faisait que les francophonies l'avaient diffusée dans les écoles publiques. Et donc, il y a très peu de natifs qui enseignent dans les écoles publiques, mais le rôle, c'est toujours le même, c'est d'arriver et de faire vivre la langue. Moi, je pensais, un peu naïvement, que au fur et à mesure que le niveau de formation des étudiants thaïlandais allait augmenter, que le niveau des professeurs allait augmenter, et que à un moment donné, on aurait eu vocation à disparaître, nous les natifs, ou qu'il y en aurait eu moins. Tu veux dire que les profs thaïlandais arrivent à se former suffisamment bien en langue étrangère pour qu'il n'y ait plus besoin de faire venir des étrangers pour enseigner les langues étrangères? Voilà. Le problème, c'est qu'il y a une rigidité dans le système éducatif thaïlandais qui fait que même un nouveau prof qui arrive, il a du mal à vouloir expérimenter. Donc il ne peut pas faire ce que nous, profs étrangers, on fait. Ce qui fait que généralement, dans une cour de langue vivante, eh bien, on va parler le thaïlandais.
Et donc, il y a très peu d'exposition à la langue. Et ça, quasiment, on le garde de manière un peu historique. Maintenant, on a décidé que c'était le précaré des professeurs natifs. Il n'y a que les professeurs natifs qui vont parler la langue. Tu veux dire que les professeurs de langue étrangère thaïlandais d'aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent des professeurs d'anglais en France dans les années 60? Voilà. Alors, ça dépend, hein, évidemment, je ne peux pas faire de généralité, hein, ça dépend des générations. Hein, voilà, la nouvelle génération qui arrive, elle a été formée à l'actionnel, donc c'est différent. Mais oui, globalement, c'est ça. Et que donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'amener la langue vivante. Et puis aussi un peu la culture, oui, aussi quand même, apporter une autre forme de culture. Et qu'est-ce qu'ils te donnent en retour, les étudiants? Ah, alors là, sortez les mouchoirs, c'est le moment. J'ai envie de dire tout. C'est paradoxal parce que j'ai dit que moi, je n'adoptais pas la figure parentale, mais bon, n'importe quel enseignant, s'il fait ça, c'est parce qu'il a un attrait pour la transmission, hein, la jeunesse. Et c'est sûr que moi, ce métier-là, tous les jours, je me lève sans aucun problème pour aller travailler parce que je sais que je vais avoir de l'échange, que je vais devoir apprendre, parce que ça, c'est vraiment aussi très important. Quand on est enseignant, on aime transmettre. Mais moi, je me suis rendu compte en vieillissant qu'au final, ce que je préférais, finalement, c'était d'apprendre. Parce que pour transmettre, il faut quand même maîtriser un sujet. Même un sujet qu'on pense maîtriser, il faut toujours aller le retravailler. C'est vraiment ça que j'aime. Donc, il me donne une excuse pour passer du temps à lire, à écouter, à m'intéresser à des choses que si j'avais un autre métier, je n'aurais pas le temps de m'y intéresser, quoi. Donc, voilà. Et puis, ouais, ils sont attachants. Hein. Les étudiants thaïlandais sont très attachants. Je ne connais pas d'enseignant ici qui vous dirait le contraire, quoi. Terminons sur une note plus personnelle. Pourquoi est-ce que tu es toujours là aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient en Thaïlande? Il faut demander à ma femme. Non, pas du tout, parce que ma femme, elle a fait partie, à un moment donné, mais peut-être on en parlera après, elle aurait bien aimé vouloir s'expatrier en Europe. C'est plus moi qui ai freiné à ce niveau-là. Ce qui me retient, alors il y a cette liberté pédagogique. Hein. Moi, quand je lis les témoignages de mes collègues français, dans le monde de l'éducation nationale en France, j'ai un peu peur, quoi. Moi, je pense que pour être vulgaire, hein, j'aurais pété un câble en France là-bas. Et j'aurais fini par partir, je pense. Voilà. Et puis, il y a ça. Et puis, je suis très attaché à mon Nissan. Hein. Le jour où je devrais la quitter, je serais très triste, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu regretterais? C'est tout ce dont j'ai parlé. Les relations avec les gens, l'interpersonnel, la nature, les animaux, tout. Mais il y a quand même des moments où tu as eu envie de partir. Il y a quand même des moments où on a voulu partir. Il y a d'abord eu avant le Covid. Je dis nous parce que là, c'est vraiment global. On est un couple, on ne prend pas de décision individuellement. Et donc, du coup, avant le Covid, moi, j'avais envie de changer. Tida aussi, on avait un peu marre de son travail. Et donc, on s'était dit, allez, on va tenter l'expérience en France. On trouvait que c'était le bon moment au niveau des filles. Puis le Covid est arrivé, évidemment, on n'en a pas reparlé. Et après, je suis reparti en France. Et en fait, de revenir à mettre un pied en France, on en a un peu parlé. Moi, ça a été pas un traumatisme, mais ça a été... Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et puis là, depuis le Covid, de la manière dont on est exposé à la France, de ce qu'on entend par les médias, faut être honnête, ça donne pas envie. Il y a d'autres pays d'Europe qui donnent beaucoup plus envie aujourd'hui. Hein. Oui, la France va pas bien, c'est sûr. Donc, en tant qu'expatrié français, finalement, tu te sens pas si mal ici. Alors moi, je suis plus expatrié. Hein. Moi, je suis vraiment un immigré. Au sens où c'est pas une expatriation. Pour moi, l'expatriation, c'est la personne qui est envoyée par une boîte privée pour aller travailler. Peut-être qu'il va retrouver un autre boulot dans une autre boîte privée sur place. Mais moi, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, c'était pour la famille, hein, donc c'est une immigration. Mais oui, moi, j'ai trouvé une place dans la société thaïlandaise. Je dis pas qu'elle est parfaite. Hein, on a discuté des bons aspects, des mauvais aspects. Mais en tout cas, c'est clair que oui, moi, j'ai une place. Je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui me la discute, donc j'ai aucune raison vraiment de partir. Si ce n'est, ce qu'on en a parlé, c'est l'aspect économique, quoi. Ouais. Et au niveau des droits, en tant qu'étranger, tu n'as pas les mêmes droits que les nationaux. Tu as beau être très intégré, tu n'es pas un national, tu n'as pas le droit de posséder de terre,
Tu dois pointer à l'immigration tous les 3 mois, renouveler ton visa tous les ans. Il y a encore d'autres choses peut-être qui sont peut-être un peu plus compliquées pour nous autres ici. Et ça rentre pas dans la balance. Tu n'en as pas parlé jusqu'à présent. Non, c'est vrai, je m'en rends compte, mais parce que je me suis habitué. Alors c'est pas pour autant que ça me plaise, hein, je veux pas dire c'est comme ça. Mais oui, il y a des choses qui sont pas plaisantes parce que, alors très souvent, pour parler des choses qui fâchent, très souvent justement, moi j'aime bien prendre mon contemporain parce que je sais que j'aurais pu être ce gars-là qui a 45 ans, arrive en Thaïlande, découvre la Thaïlande et trouve que c'est formidable. La réalité, c'est que effectivement, immigrer en Thaïlande, c'est pas si facile que ça. Il y a plein de choses. Alors, parfois, on a à l'inverse des gens qui vont dire ouais, les Thaïlandais sont racistes. Il n'y a pas de racisme dans la société thaïlandaise, parce que le racisme, c'est vraiment cette ration de la société qui est héritée du XVIIIe siècle dans les sociétés occidentales. C'est pas du racisme. Ici, il y a une forme de xénophobie, par contre, qui est presque millénaire, qui fait que on accepte l'étranger, mais attention, il y a des droits, il y a des devoirs, et il faut regarder sa place. Et on est vraiment resté là-dedans. Là-dessus, on n'a pas évolué. Il faut que l'étranger, pour qu'il soit accepté, pour qu'il puisse s'intégrer, il faut qu'il garde sa place. Donc, comme tu disais, le droit à la propriété, etc., etc. Il y a des choses, je suis d'accord avec. Le droit à la priorité, je comprends tout à fait pourquoi il est limité. Et là-dessus, je n'ai pas d'avis tranché sur cette question. Il y a d'autres choses qui m'exaspèrent. Aujourd'hui, on fait face en Thaïlande, un peu partout, mais une montée de la xénophobie qui est liée à des histoires de politique interne. Mais quand tous les jours, moi, j'ouvre le journal thaïlandais en même temps que le journal français, je lis les news en Thaïlande. Et quand un article sur 2, c'est un article voilà, où on vous explique que l'étranger, c'est un problème, que l'étranger, il triche, que l'étranger, c'est un voleur, ça fatigue, quoi. Parce que moi, tous les étrangers que j'ai connus ici, c'était des bosseurs, hein, que ce soit du mec du Birman qui travaille sur des chantiers si durs. Donc, il n'y a pas d'étrangers qui profitent du système en Thaïlande, j'en connais pas tellement. C'est pas un problème de surtourisme qui était pointé dans ces articles ? C'est spécifiquement une immigration économique ? Ouais, là, tu vois de quoi je parle. C'est dernièrement, c'est lié à ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Les Thaïlandais ne regardent pas du tout ce qui se passe en Europe. Bon, alors, au niveau des news, pas du tout. Par contre, ils sont très attentifs à ce qui peut se passer en Chine ou aux États-Unis. Et donc, cette chasse à l'immigré non documenté, comment dire, ça, ce qu'on dirait nous sans papier, là, travailleur mais qui n'a pas de papier. En Thaïlande, ils ont essayé de la reproduire depuis, ça fait 1 an. Et dans le Bangkok Post, tous les jours, on a un papier qui nous dit l'immigration a attrapé 10 immigrés birmans qui travaillaient sur un chantier sans avoir de papier. Mais si ces immigrés n'avaient pas de papier, c'est parce que le mec qui les faisait bosser avait choisi qu'ils n'en aient pas. Mais toi, tu penses vraiment que ça a un impact sur toi, sur la perception que les gens ont sur toi, parce que tu travailles légalement et tu es enseignant. Oui, non, évidemment, non. Mais ça a un impact sur mon moral, ouais. Ça, ça me pèse. Quand je lis ça, je dis, c'est pas juste, c'est injuste, quoi. Et alors, du coup, comment est-ce que tu vois ton futur, ici ou ailleurs ? Alors, je parierais pas sur l'avenir, j'en sais rien du tout. Et là, ça n'a rien à voir avec la situation de la Thaïlande. C'est vraiment que là, c'est lié à l'économie, mais globale. C'est que nous, enseignants, nous sommes des précaires. On est des précaires au sens où on n'a que des CDD. D'accord ? Et on ne sait jamais, jusqu'à la signature du nouveau contrat annuel, si on va être renouvelé. Donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Nos visas ont des extensions qui sont liées à nos contrats. Donc si le contrat s'arrête, bye bye, vous rentrez. Vous avez 8 jours, vous rentrez chez vous. Voilà. Bon, moi j'ai une famille, donc je pourrais toujours faire un visa famille et rester en Thaïlande. Mais rester en Thaïlande sans avoir de boulot, ça serait compliqué. Et puis surtout, on est des mercenaires. C'est-à-dire que nous, les professeurs étrangers, normalement, vraiment, on doit refaire notre CV chaque année et puis le remettre sur le marché du travail et le plus offrant l'emporte. Donc si un jour quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai besoin de toi pour faire quelque chose », si le projet me plaît et que la rémunération est à la hauteur, moi j'y vais. D'autant plus qu'aujourd'hui, mes filles sont suffisamment âgées
pour que voilà, j'ai passé cette période où j'avais envie qu'elles passent leur petite enfance dans un milieu préservé et tout. Maintenant, je sais que pour leur éducation, on va devoir se rapprocher des grands centres urbains. Donc en Thaïlande ou ailleurs, je parierais pas sur l'avenir. Comment tu vois le futur de ton pays d'origine, la France? Est-ce que tu es optimiste ou est-ce que tu as peur? Oh non, je suis pas pessimiste. J'ai un collègue qui dit que je suis pessimiste naturellement. Je suis pessimiste pour l'être optimiste. Je suis critique, je suis très critique. Moi, je comprends pas, voilà, comment un pays comme la France, avec un niveau de développement comme la France aujourd'hui, peut en arriver là au niveau des services publics, il y a des choses aberrantes. Voilà, bon, je le vois bien ça. Mais après, je suis pas pessimiste. Je sais qu'on reste dans un système capitaliste globalisé qui fait que la France, quand même, fait toujours partie du G7. Tous ces pays-là, ils ont une longueur d'avance dans un peu la guerre économique, je dirais, mais dans ce système capitaliste qui fait que je sais que, par exemple, moi je compare, quand je vois le PIB, juste le PIB, je sais que c'est pas une bonne mesure, mais si on regarde le PIB de la France, on regarde le PIB de la Thaïlande. Moi, j'ai cette chance, justement, maintenant de pouvoir comparer les deux pays. Et je vis mieux en Thaïlande que si j'étais en France. Mais quand je compare les deux économies, il n'y a pas photo, quoi. La France, elle a pas vraiment à avoir peur. Par contre, il va falloir se réveiller à un moment donné, je pense. Et qu'est-ce que tu penses du futur de la Thaïlande? Alors, tout ce que j'en ai dit, je pourrais être plus pessimiste pour la Thaïlande, puisque la Thaïlande n'a pas cette avance dans le système capitaliste global, mais la Thaïlande, elle a des atouts aujourd'hui dans la zone Asie du Sud-Est, qui elle-même est une zone qui a des atouts, qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être relativement optimiste. Maintenant, là aussi, il va falloir qu'on sorte un peu du marasme, pas économique, mais politique thaïlandais, qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, comme il avait pu se passer à l'orée des années 2000. Là, on est plus de 20 ans après. Et soit il se passe quelque chose maintenant, soit on a une crise économique. Et ça se passera après. Mais une vraie crise économique. Donc là, dans un futur proche, je suis pas hyper optimiste pour différentes raisons. Maintenant, je pense que la Thaïlande sortira toujours son épingle du jeu. Je suis pas vraiment inquiet. Alors pour terminer, si tu devais résumer ton expérience en Thaïlande en une phrase, quelle serait-elle? Alors j'ai réfléchi, je voulais pas l'utiliser parce que c'était un peu stéréotypique. On m'a dit parfois que ça pouvait être mal interprété par les Thaïlandais. Mais il y a une phrase, moi, que c'est le Mepenrai. C'est justement cette philosophie, qui n'est pas vraiment une philosophie, mais cet esprit de vie qui fait que on accepte tout le temps, c'est ce que j'en parlais. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là plutôt que le Mepenrai, parce que Mepenrai, des fois, les gens l'utilisent de manière un peu... pour se moquer des Thaïlandais en disant rien n'a d'importance, Mepenrai. Mais c'est vraiment très important parce que pour eux, c'est une philosophie de vie du quotidien et c'est pas du tout quelque chose qu'ils vont aller revendiquer. On ne voudrait pas des Thaïlandais revendiquer ça, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser si on veut survivre en Thaïlande, quoi. Et il faut attention parce que c'est un fin équilibre. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en Thaïlande et qui font n'importe quoi parce qu'ils pensent que ce Mepenrai, c'est un blanc-seing, c'est une enveloppe qui vous dit « Allez-y les gars, vous êtes libres de faire ce que vous voulez ». Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut se comporter d'une certaine manière quand même, mais tout est cool, tout est tranquille, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Quel conseil donnerais-tu à un jeune professeur qui déciderait de venir travailler ici? Et quand vous arrivez, la première chose, si vraiment vous tombez amoureux du pays, déjà c'est un coup de cœur. Il faut avoir un coup de cœur. La Thaïlande, beaucoup de gens qui ont le coup de cœur. Mais une fois que vous avez eu ce coup de cœur, si vous l'avez, c'est de regarder, moi c'est ce que j'avais fait, c'est de regarder au préalable de l'expatriation sur le long terme, c'est de regarder tout ce que vous voyez autour de vous, de vous émerveiller, puis aussi de vous dire, est-ce que c'est des choses qui, dans un quotidien, me permettraient d'être heureux ou m'empêcheraient d'être heureux. Voilà. Et moi, c'est ce que j'avais fait et j'avais trouvé que tout dans la société thaïlandaise, dans tout ce que je voyais, il y avait un moyen de s'épanouir. Et donc, c'est pour ça que moi, mon expatriation, elle avait été non douloureuse, quoi. Quand je me suis installé, j'ai pas peiné.
Alors, pour terminer, je vais te faire 2 ou 3 affirmations sur les différences culturelles. Ouais. Je te laisse réagir. Ici, l'attitude sociale polie et calme, la volonté de ne pas déranger l'autre, de respecter les hiérarchies, ça semble au final plus important que la pertinence de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait, de l'énergie qu'on met ou de sa créativité. Oui, moi je suis relativement d'accord. Sur la créativité, je sais pas trop, parce que... Oui, si, quand même, parce que j'ai dit qu'il copiait beaucoup. Non, oui, totalement d'accord. J'ai pas grand-chose. La forme va l'emporter sur le fond. Sinon- Deuxième affirmation, on a l'impression du coup qu'on analyse moins les situations, qu'on débat moins de ce qui est bon et mauvais pour éventuellement le changer, au profit du consensus. Oui, ça c'est très important de respecter le consensus. Alors, c'est paradoxal au sens où, même dans la première partie, quand j'ai dit la forme l'emporte sur le fond, ça c'est vraiment dans la société thaïlandaise. Comme nous, on est accepté en tant qu'étranger, je reviens sur cette acceptation, on nous autorise une petite fenêtre. Hein, en tant qu'étranger, nous on a le droit à un peu de dévier, quoi, d'être dans la déviation. Donc c'est assez confortable parce que justement ce consensus, nous on peut se permettre de le questionner, mais il faut pas aller trop loin. Si tu vas trop loin dans ce questionnement-là, déjà tu partiras de toi-même, hein, je pense. Dans ce système culturel spécifique, quand tu pointes du doigt un problème, tu deviens le problème. Oui, alors ça c'est... ouais. Ça, par contre, c'est 100% vrai. C'est quelque chose qu'on m'avait appris. Alors là, c'est un mentor américain qui m'avait appris ça, un professeur qui était psychologue. Un ancien Marines qui était devenu psychologue dans l'armée, qui avait quitté l'armée parce qu'il n'en pouvait plus, et il était devenu professeur d'anglais en Thaïlande. Donc le gars avait une analyse assez fine. Et il m'avait dit, à un moment donné, dès que tu identifies un problème, il faut que tu identifies comment faire partie de la solution et pas du problème. Et c'est quelque chose que j'ai même utilisé littéralement avec des collègues thaïlandais quand ça partait en panique au travail, que je les voyais très anxieux, parce qu'ils peuvent devenir très vite très anxieux, notamment quand ils ne vous comprennent pas, vous vous en rendez compte, il y a une forme d'anxiété qui va monter. Et là, moi, je disais toujours, attention, moi, je suis là parce que je veux trouver une solution. Il y a un problème, tu le connais, je le connais, on va pas faire comme si on ne le savait pas. Maintenant, moi, je veux faire partie de la solution. Et là, tout de suite, l'anxiété, elle retombe à chaque fois. Et on vous dit, bon, ok, et on vous laisse faire. Parce que comme vous êtes l'étranger, c'est ce que je disais, vous avez cette petite fenêtre de manœuvre qui fait que si vous réussissez à trouver une solution, ça va arranger tout le monde au final. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour cette interview, Romain. On est très content de tes réponses, de tous les détails que tu nous as apportés sur ta longue expérience en Thaïlande. Et on te souhaite une bonne continuation ici. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette interview. Sawadee krap. Swadee krap.